Bonjour Sylvain, Bonjour. bonjour à tous, bienvenue sur le numéro 37, si je ne m'abuse, de notre émission hebdomadaire de réinformation. Alors, j'imagine, après ce que j'ai dit la semaine dernière, que beaucoup d'entre vous ont dû détailler le générique. Alors oui, il y a encore la photo de Maria Zakharova, mais j'insiste, hein, j'ai fait une forme de coming out, c'est pour son intelligence et la qualité de Oui, ses propos, hein, qu'il y a la oui. référence et la photo de Maria Zakharova. On y reviendra un peu plus tard à propos des déclarations de Monsieur Borrell. Borrell, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, espèce de, enfin bon, on va pas être trop méchant, qui a dit qu'il fallait que l'Europe aille patrouiller dans le détroit qui sépare la Chine continentale de Taïwan. Excellente idée. Donc, Maria Zakharova a fait un commentaire très politique et plutôt francophile. Il y a également, je pense que vous l'avez vu, il y a également une référence à notre cher LCI et il y a aussi quelques références, pas une seule, au candidat du Parti démocrate américain à l'élection présidentielle de 2024. Hein, donc, on le voit sous toutes les coutures. À l'un des candidats, l'un des candidats. Oui, on va en reparler tout à l'heure. On va en reparler tout à l'heure. Bien, voilà. Hein, donc, le générique, et c'est toujours essayer d'être un peu le reflet de l'actualité. Donc, il continuera à changer de temps en temps, mais c'est quelque chose, j'insiste, quelque chose de très sérieux. Bon, alors, je regarde mon petit prompteur, je fais comme Joe Biden, bien que je n'ai pas le même âge que lui. Euh, Certains diront à peu de choses près, ce serait de la calomnie. Hein. Alors, mon cher Sylvain, la semaine dernière, nous avons parlé de cette fameuse contre-offensive. Je crois qu'il faut y revenir encore parce que je pense que dans l'histoire militaire, c'est la contre-offensive qui a été le plus annoncée. Hein. Je croyais qu'une des conditions des offensives, c'était l'effet de surprise. Bien non, là, pas d'effet de surprise. Le programme nous est annoncé. C'est très particulier dans la mesure où on a l'impression chez les propagandistes que voilà, ça y est, ça va partir, les Ukrainiens vont reconquérir la Crimée, y compris un ancien patron de l'OTAN qui le dit. Et puis, on a la presse américaine qui est beaucoup plus prudente en disant, oh là là, ça va être difficile. Alors, sans compter, bien évidemment, les paroles dissidentes, hein, nos chers Scott Ritter et Douglas McGregor, qui dit aucune chance que ça puisse marcher. Alors aujourd'hui, euh, au vu également des vidéos qui montrent bien que la Rasputitsa, c'est pas une légende, hein, c'est Non. impressionnant. Hein, on voit les tranchées remplies d'eau, on voit les routes absolument, les chemins impraticables. Donc, mon cher Sylvain, quand aurons-nous cette contre-offensive? Et l'aurons-nous? Ah bah petite rectification, je pense qu'au niveau de l'annonce prématurée, on est encore à peu près sur le même nombre de jours que celle de Kherson l'été dernier. Je ne sais pas encore laquelle va battre l'autre, mais bon. En tout cas, aujourd'hui, la météo reste défavorable pour les deux camps, hein, j'insiste, hein, parce que ça pose des problèmes aussi pour les opérations du côté russe. La faisabilité, comme on l'a dit déjà la semaine dernière, on prépare, notamment à travers la presse américaine et les experts américains, on prépare une partie de l'opinion à cette idée que oulala, les chances de succès sont de plus en plus réduites, hein, que c'est vraiment pas. Et j'insiste bien, le succès, c'est un succès stratégique dont je remets en cause la possibilité. C'est pas un succès tactique. Hein. Il peut y avoir effectivement une avancée, comme il y en a eu à Kherson les premiers jours de la contre-offensive fin août l'année dernière, une avancée de quelques kilomètres qui ne débouche malheureusement pour les Ukrainiens sur rien. Hein, moi, c'est ça auquel je m'attends aujourd'hui, parce que tous les observateurs nous le remettent tous les jours dans les oreilles, hein, puisque moi je regardais le CI, vous voyez mon état de décrépitude physique à cause de ça. On nous explique bien qu'il n'y a plus de situation équivalente à ce qui s'est passé
dans le secteur de Kharkov Izium au mois de septembre, c'est-à-dire un front légèrement tenu, qui en plus sur une zone qui était l'objet de négociations secrètes entre les Russes et les Ukrainiens, comme l'avait révélé plus tard Alain Juillet, quand même assez bien renseigné sur ce genre de problématique. Et donc, le front, on nous dit, côté russe, hein, on en a parlé la semaine dernière, c'est des lignes de fortification, c'est tout ça. Alors, on peut toujours réussir une percée parce qu'il n'y a pas une densité. On a un front actif d'environ 800 km. On n'a pas une densité de troupes qui correspond à ce qu'on avait pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale pour le défendre. Donc, vous trouverez toujours à un endroit une certaine élasticité, une certaine dispersion qui va vous permettre tactiquement de faire une percée sur quelques kilomètres de large et quelques kilomètres de profondeur. Maintenant, pour rassembler rapidement des unités pour opérer cette percée, même tactique, la météo aujourd'hui pose des difficultés. Et demain, on peut malheureusement estimer que les moyens d'observation qu'ont les Russes poseront de toute façon des problèmes parce que là, on voit, on en parlera tout à l'heure, autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, on voit que les Ukrainiens se dispersent en vue de tenter un éventuel débarquement. Ils sont observés matin, midi et soir par les satellites, les drones, les avions, etc., des forces aériennes et spatiales russes. Donc, la capacité d'un seul coup se rassembler et puis porter un coup très fort, elle est limitée, elle aussi. Hein. Les Russes en ont payé aussi le prix de leur côté au printemps dernier. Donc, voilà. Donc, ensuite, le problème, on nous dit, moi j'ai vu une émission passionnante sur LCI pour discuter de tout ça chez Pujadas, où il y avait 2 généraux français qui étaient là. Ils nous disent, et en plus, une fois que cette percée va être réussie, vu que l'Ukraine manque de moyens antiaériens, hein, on nous a annoncé une date de péremption dans les papiers du Pentagone au 30 avril, moyens à moyenne et longue portée, on va se retrouver dans une situation où, une fois la percée tactique réussie, les avant-gardes blindées ukrainiennes, nonobstant qu'elles pourraient tomber dans un gros piège anti-char, elles peuvent aussi se retrouver sans parapluie antiaérien. Et là, aux grandes surprises pour moi, face à ces 2 grands généraux invités sur LCI, aucune référence à la guerre du Kippour. Parce qu'en 1973, ce cas de figure tactique et stratégique, vous allez voir pourquoi j'emploie aussi ce mot-là, s'est présenté pour l'armée égyptienne. C'est-à-dire que l'armée égyptienne a réussi une super offensive surprise pour franchir le canal. Elle s'installe sur une bande de terre d'une vingtaine de kilomètres au maximum à l'est du canal. Et tout ça, pourquoi? Parce que les 20 kilomètres à l'est du canal, c'est la fin de son parapluie antiaérien, hein, fournis par les SAM-7 fournis par l'Union soviétique à l'époque, et qu'elle sait que si elle sort plus avant de ce parapluie, la chasse israélienne va lui faire sa fête, hein, entre guillemets, ainsi que l'arme blindée cavalerie israélienne. Et donc, elle ne le fait pas. Sauf que le 14 octobre, elle est obligée de le faire, parce que cette guerre, c'est une guerre d'alliance de l'Égypte et de la Syrie, que les Syriens, eux, sont en très mauvaise posture sur le plateau du Golan et que Hafez el-Assad demande à Sadat de prendre des décisions politiques qui engagent l'armée égyptienne à mener une attaque au-delà de ce parapluie. Et comme prévu, à la fois les blindés israéliens et la chasse israélienne, profitant du fait qu'ils étaient hors de portée des SAM-7, ont fait un carton dans les chars égyptiens, et ce qui a permis ensuite à l'armée israélienne de mener la contre-attaque qu'on connaît et de refranchir le canal à son tour. Donc aujourd'hui, l'armée ukrainienne pourrait se retrouver dans une situation similaire. Et en particulier, sur la dernière partie que je viens d'évoquer rapidement, une contre-attaque russe. Hein, aujourd'hui, c'est ce que je dis depuis le début, c'est que s'il y a une contre-attaque, une contre-offensive ukrainienne qui a un succès tactique, ce qu'elle risque, c'est de se prendre une contre-offensive russe opérative de l'autre côté. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle démarrerait. Pour moi, elle ne peut démarrer de toute façon que quand la Rasputitsa est définitivement terminée. Donc probablement au début du mois de mai ou au milieu du mois de mai, ça va devenir possible. J'espère bien qu'on ne va pas nous dire que ça commence le 30 avril parce qu'on avait dit que ça allait commencer le 30 avril, ce serait vraiment fou. C'était une référence
mesquine que tu avais fait à Non, cette non, occasion. non, 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 vu certaines Alors, personnalités. beaucoup de gens ont posé la question, je profite pour t'interrompre. Pour 30 avril, quoi? Certains ont dit Cameron. Non, 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 c'est pas Non, non, Cameron. Hein, non. c'est naissance de mon frère aîné, non plus. Hein, non, non, c'est le suicide d'Hitler dans son bunker. Voilà, donc Voilà. maintenant, vous le savez, référence. On va parler des néo-nazis ukrainiens un peu plus loin. Vas-y, je Voilà. te repasse la parole. Donc, j'espère que ça commencera pas à cette date-là pour marquer des symboles stupides, même si on ne sait jamais. Donc, avec l'entourage autour de Monsieur Zelensky, on peut parfois avoir des doutes. Mais en tout cas, voilà, moi, ma crainte, c'est que cette contre-offensive sera d'abord politique, avec des capacités d'obtention de succès opératif et stratégique militairement qui vont être limitées. Voilà. Et qui risquent encore de faire tuer beaucoup de monde pour pas grand-chose, sinon avoir fait, alors peut-être, puisque tu viens d'évoquer Cameron, fait un dernier barreau d'honneur, alors cette fois-ci, non pas défensif, mais offensif, mais c'est tout. Hein, je pense qu'il n'y aura pas de réajustement majeur de la ligne de front au point que voilà, l'armée russe serait coupée en deux à oui, dans le secteur de Zaporizhia, ou que la Crimée serait reprise. Enfin bon, voilà, ça me paraît complètement inenvisageable au vu du rapport de force, parce que vu l'état de l'armée ukrainienne, hein, faut bien en parler, elle est à nouveau dans une crise. Hein, on a vu depuis 15 jours maintenant, à Krivoï-Rog notamment, des familles qui viennent demander, hein, puisque le recrutement des brigades ukrainiennes se fait beaucoup par région, hein, comme c'était le cas de nos régiments dans l'armée française avant 1914, ce qui est une bêtise en soi, hein, tout le monde le sait, mais on continue dans certains coins à le faire, notamment parce que là, il s'agit de brigades de défense territoriale, donc on les rassemble par oblast. Ce qu'il faut surtout pas faire, hein, parce que si vous avez une brigade qui prend cher, vous avez une dépopulation plus tard dans cette oblast ou dans cette région. Hein, c'est ce que nous on a vécu en 14 et qu'il faut surtout jamais refaire. Mais bon, bref. Et donc on voit ces familles qui manifestent parce qu'elles n'ont pas de nouvelles de leurs parents, hein, fils, père, frères, etc. On voit des vidéos qui continuent de tourner dans le secteur de Bakhmout, à Chassovyar notamment, de soldats ukrainiens, là encore de la défense territoriale, qui disent « Ah mais non, on ne va pas contre-attaquer pour reprendre le bout de route que les paras viennent de nous arracher de vive force, parce que c'est un glacis à conquérir sans aucun obstacle pour se protéger, donc on ne va pas aller mener un assaut digne de ceux d'août 14. Hein, on n'est pas suicidaire, qui rappelle qu'il manque de matériel, de munitions, de commandement aussi, beaucoup. Hein, ils souffrent d'énormes problèmes de commandement. Hein, il semble qu'ils soient souvent abandonnés à eux-mêmes. Donc tout ça, il y a beau y avoir derrière, on nous parle de 12 brigades. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit 12 brigades à 4000 hommes avec tout le matériel qu'il faut, etc. Ce sont 12 coquilles qu'on a nommées brigades et on sait qu'il n'y en a qu'une seule qui serait presque à 90% d'un effectif à la fois humain et matériel et que les autres, au mieux, avoisinent les 60%, les 50% de ce qu'on attend d'une brigade type OTAN, hein, puisqu'aujourd'hui, tout ça, c'est selon les normes de l'OTAN, avec le matériel de l'OTAN, avec les méthodes de combat de l'OTAN. La seule chose qui change, c'est comme au Sud-Vietnam en 1973, il y a 50 ans aujourd'hui, c'est que ce sont des personnels ukrainiens qui manipulent tout ça avec des conseillers de l'OTAN derrière eux, comme le faisaient les Sud-Vietnamiens il y a exactement 50 ans pour contrer la première grande offensive de l'armée nord-vietnamienne sur le Sud-Vietnam. Donc voilà. Voilà, donc je ne pense pas que même ces moyens-là qui ont été mis en réserve soient capables de faire mieux que des poussées tactiques qui seront mises en avant par la propagande et par les médias, mais qui n'auront pas de résultats politiques importants. Voilà. Alors, mon cher Sylvain, tu t'étais déjà un peu prêté à l'exercice il y a 15 jours, je crois, sur les conséquences médiatiques de cette offensive. Alors, pour ça, je voudrais moi aussi dire un petit mot de LCI, hein, la chaîne de Benoît Bihan, hein, celle où on voit toutes les Ukrainiennes qui viennent, qui n'ont aucun autre titre d'expertise que celui d'être ukrainienne, ce qui est leur droit le plus strict, bien évidemment, et qui viennent dire à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire qu'elles ont une connaissance très faible de ce que c'est que la question militaire, et c'est assez frappant, parce que, y compris que cette guerre est nouvelle, c'est une guerre de haute intensité, mais avec des matériels de pointe, hein, en particulier en ce qui concerne
le renseignement, l'observation, hein, et le guidage des munitions. Moi, ça me frappe quand je vais voir les vidéos, c'est très impressionnant. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut avancer dans un tel contexte si on a la supériorité de l'artillerie, ce qui semble être le cas des Russes. Alors, sur justement les chaînes d'information, ce qui est toujours un peu tragique, c'est de voir tous ces va-t-en-guerre vous dire, voilà, il va y avoir la contre-offensive, ils vont récupérer la Crimée. C'est tout ce discours qui finalement est un mensonge, parce qu'on ne soutiendra pas l'Ukraine plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, c'est déjà pas mal, vous direz. Mais, et donc, on envoie énormément de gens à la mort, hein, puisque c'est une guerre qui se fait aussi médiatiquement. Le fait d'avoir tenu comme ça à Bakhmout était une décision à caractère politique qui a coûté une quantité de sang aux Ukrainiens, une quantité de sang extraordinaire. Et chez nous, ça continue. On dit il faut y aller, ça va être facile de passer par-dessus les obstacles parce qu'il semble que les Russes se soient préparés. Hein. Ils ont des positions défensives et d'après ce que j'ai compris, quand on écoute certains spécialistes, dont Sylvain Ferreira, ils attendent peut-être que les Ukrainiens viennent s'empaler sur ce qu'ils ont préparé pour ensuite développer une contre-offensive. Alors, je veux dire, lorsque tout ça sera terminé, il faudra vraiment demander des comptes à ces gens qui ont menti, qui ont raconté n'importe quoi et qui ont envoyé les Ukrainiens à la mort. Alors, il y en a un qui, à chaque fois, je me dis, mais comment est-ce possible d'avoir ce niveau-là? Les militaires, on en a déjà parlé, le général Trinquant, il faudra lui demander des comptes, le chef d'état-major de l'armée française qui est allé faire des câlins hein, au chef d'état-major de l'armée ukrainienne, dont on a dit ce qu'on pouvait en penser la semaine dernière. Je reviens sur le cher Jean-Dominique Mercier, alors il continue, hein, la contre-offensive arrive, et mais je veux dire, ça finit par être obscène, il prend tous les points du front, et il fait des additions. Voilà, là, ils ont pris 0,2 km². Là, ils ont pris 1,2 km², c'est-à-dire qu'il n'a strictement rien compris à ce que signifient les opérations militaires de cette guerre, et il continue à mentir et à dire n'importe quoi. Alors, il y a quelque chose qu'il faut noter depuis quelques jours, c'est nous laisseront-ils la capacité de les ramener là où ils méritent d'aller? Parce que ça fait 4 jours qu'on a basculé suite à la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences. Sur LCI, c'est le Congrès des États-Unis mené par la main du sénateur McCarthy, hein, ce qu'on voit en ce moment. C'est-à-dire qu'on est en train de nous dire que toi, moi et tous ceux qui ont une parole qui essayent d'être plus juste, plus proche des choses, on va nous couper la parole. Hein, et que nous sommes donc bientôt interdits d'antenne, interdits de parler, parce que nous sommes bien évidemment des agents stipendiés par les Russes, etc. Hein, bien évidemment, tous les gens qui nous disent ça ont oublié que eux-mêmes, pour pas mal d'entre eux, sont des agents américains, ou qu'ils ont laissé les États-Unis être largement devant la Russie et la Chine comme agents d'ingérence et d'influence dans la politique française. Et donc, on nous dit, bah voilà, on va vous couper le sifflet parce que vous êtes des dissidents, parce que vous soutenez la Russie, etc., etc. Parce que ça aussi, c'est une donnée nouvelle qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que je pense qu'on tend de plus en plus vers ça à mesure que l'échec ukrainien risque d'arriver. Alors, je profite de faire une petite incidente. Je ne vais pas commencer au début à rappeler cette histoire de cagnotte, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir nous donner une assise matérielle, parce qu'après, tout est question de rapport de force. Hein, tout est question de rapport de force. Et nous, on veut développer un certain nombre de choses pour rendre tout cela plus difficile. C'est-à-dire la censure à notre égard, la rendre plus difficile. C'est un combat qui n'est pas gagné, mais oui, cette question de la liberté d'expression est tout à fait essentielle. Alors, on n'en est pas à la situation des États-Unis, hein, on a vu ce qui est arrivé à Tucker Carlson, hein, mais eux, c'est une question particulière dans la mesure où la culture de la liberté d'expression était nettement plus forte que chez nous. Donc, on doit poursuivre ce combat. Il est clair qu'à la suite
de cette contre-offensive, si tant est qu'elle se déclenche, à la suite de son possible, sinon probable échec, on aura droit à tout un discours visant à magnifier, visant à mentir, visant à détourner de la réalité. Hein. C'est le déni du réel qui est classique, qui n'est pas seulement sur la guerre en Ukraine d'ailleurs, malheureusement. Hein. Je crois qu'il faut s'y attendre. Oui, Alors, d'autant qu'on vient de vivre un exemple qui est entre guillemets un apéritif, excusez-moi d'employer ce champ lexical, mais on vient de vivre quelque chose qui nous montre ce qui risque de se passer quand la contre-offensive ukrainienne démarrerait, avec l'histoire de Kherson. C'est-à-dire qu'on a eu un débarquement de 3 bateaux avec j'allais en 30 parler. hommes, avec 30 soldats ukrainiens, probablement des forces spéciales, des types courageux et certainement très bien entraînés, qui ont réussi à franchir 2 jours, en plein jour, puisqu'ils ont été détectés par un drone russe qui les a filmés. Tout ça est sur Telegram, je crois que sur Veille Stratégique, sur le Telegram de Veille Stratégique, on l'a partagé. Les types ont réussi à débarquer dans une bande de terre, on la verra tout à l'heure sur la carte. Alors une bande de terre, ceux qui sont voisins de la Loire, dans sa partie la plus proche de Nantes, c'est des bandes de sable ou de terre, donc vous voyez un peu ce que c'est si vous habitez dans ces régions-là, très inhospitalière. On n'y installerait pas un char, ni un obusier lourd. C'est un terrain qui est favorable justement à l'infiltration, au combat d'infanterie ou ce genre de choses, mais pas à plus. Et on nous a vendu ça comme étant les prémices de la grande offensive. Les Ukrainiens allaient forcer le Dniepr de vive force, et puis ça allait être, tiens, puisque ça approche bientôt, le 6 juin, répété, mais sur les rives du Dniepr. Or, on a vu ce qui s'est passé dans les 48 heures qui ont suivi. C'est-à-dire que vu que les Russes les ont filmés, les ont traqués, il n'y a même pas eu, sauf hier, des soldats russes qui sont venus réoccuper la partie sud du pont Antonovski qui avait été dynamité au mois de novembre. Et le reste, c'est l'artillerie russe qui a fait le boulot. C'est-à-dire que les pauvres gars, leurs positions ont été bien évidemment vues, éclairées par les moyens de reconnaissance électronique, et ils ont été bombardés systématiquement. Alors je ne sais pas combien il y en a qui sont morts, mais en tout cas, aujourd'hui, ils n'occupent plus qu'une des toutes petites bandes de terre sur laquelle ils avaient posé pied au départ, et puis tout le reste que l'Institut pour l'étude de la guerre, le fameux ISW, nous avait annoncé qu'ils avaient déjà conquis plusieurs kilomètres vers le sud. Alors, je profite là qu'on parle de l'ISW parce qu'il faut que nos auditeurs comprennent que quand ils regardent les chaînes françaises, et LCI bien évidemment, qui n'hésite pas à y faire référence, l'Institute for the Study of War, qui est donc la création de la famille Kagan, et donc de Madame Nuland, qui est affiliée maritalement à la famille Kagan. C'est donc l'organe qui existe depuis plusieurs années, c'est le think tank des néocons, des fous du sous-sol, comme tu m'as rappelé la citation de Georges Mouche-Père. C'est donc un des instituts les plus fous, entre guillemets, pourrait-on dire, de ce qui se fait aux États-Unis. Voilà, parce qu'il y a d'autres instituts, il y a notamment la Rand Corporation, qui a été un des premiers think tanks à dire « Oh, il faudrait peut-être qu'on arrête la guerre en Ukraine, parce que là, ça commence à sentir mauvais pour nous, Américains, pas pour les Ukrainiens, ils n'en ont rien à faire, mais pour nous, Américains, là, ça va peut-être trop loin. » Et il y a d'autres instituts, l'Institut Hoover, le RUSI en Angleterre, etc., qui sont beaucoup plus pondérés. Je ne vais pas vous dire qu'ils sont pro-russes, mais ils sont quand même beaucoup plus pondérés dans leur approche, beaucoup plus sérieux. Le RUSI, notamment, nous avait expliqué toute la problématique industrielle de la guerre à l'été dernier avec un papier très, très bien fouillé d'un de ses chercheurs. L'Institute for the Study of War, c'est un institut de propagande des néocons américains. Voilà sur quoi les journalistes d'LCI et quasiment tous les journalistes français s'alignent pour leur ligne éditoriale quotidienne, le matin, le midi et le soir, quand ils vous parlent à la télé. Il faut bien en avoir conscience. C'est-à-dire que quand on vous parle d'ingérence étrangère à propos de Thierry Mariani, à propos de Régis Le Sommier ou à propos de Monsieur d'Anjou, qui m'excuse, j'ai oublié son prénom, Charles d'Anjou, voilà. Mais on rigole.
Parce que nos journalistes, eux, s'alignent eux aussi. Je ne dis pas que ces gens-là ne sont pas au courant de choses par rapport à des canaux d'information russes. C'est ce qu'on fait avec Veille Stratégique, avec le site russe, notamment Ribar. Hein. Mais nous, c'est déclaré ce qu'on fait. On met chez qui on va chercher nos infos et on sait qui c'est. Là, on vous parle de l'Institut pour l'étude de la guerre. Bon, les gens, ils ne savent pas ce que c'est exactement. Puis vu que les Français ne sont pas les plus grands anglophones du monde, ils ne vont pas voir les documents. Moi, je me souviens avec beaucoup de malice que depuis que j'ai créé Veille Stratégique, nous publions souvent, enfin nous partageons souvent les documents, parce que c'est un institut qui travaille, hein, ce n'est pas des feignants, c'est des gens quand même qui bossent. Nous partageons souvent les documents de cet institut. Et on venait nous dire, ah, vous êtes pro-néocon. Alors, ça m'a toujours bien, beaucoup fait rire, parce qu'aujourd'hui, on me dit que je suis pro-russe. Bon, bref. Mais en tout cas, voilà sur quoi les journalistes français, les fact-checkers, les Rudi Reichstadt et consorts s'appuient matin, midi et soir pour vous dire ce qu'il faut penser de l'Ukraine. Je m'excuse pour cette parenthèse, mais il fallait la faire. Alors, avant de passer aux cartes et à la situation concrète sur le terrain, je voudrais aborder deux petits sujets. D'abord, rapidement, c'est la position britannique sur les obus à uranium appauvri. Alors, le vice-ministre de la Défense, qui s'appelle Monsieur Hippie, je crois, ça ne s'invente pas, est venu nous dire que oui, ils avaient livré ça, mais que c'était l'affaire des Ukrainiens et qu'ils n'étaient pas responsables de l'usage qui allait en être fait. Mais c'est sidérant. C'est sidérant, c'est-à-dire qu'ils fournissent du matériel, un matériel dont l'utilisation peut constituer un crime de guerre, excusez du peu, hein, des munitions interdites, mais non, on les a remis pour qu'ils soient utilisés sur les chars Léopard et Challenger. Challenger. Léopard, c'est la violation de leurs engagements par l'Allemagne et le fameux traité 4+2, hein, quand on a accepté la réunification et qu'ils s'étaient engagés à ne pas envoyer d'armes à l'étranger. Ils l'ont violé. Ils sont, donc, à mon avis, hein, la réunification de l'allemande allemande est aujourd'hui caduque. Hein. Au plan juridique, elle est aujourd'hui caduque. Tout comme, tiens, j'en profite pour faire un petit détour par le juridique quand même, hein, on ne va pas parler militaire tout le temps, tout comme la Finlande est en guerre avec la Russie maintenant, hein, parce que le traité de Paris lui imposait la neutralité, traité de Paris 1947, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, à laquelle la Finlande avait participé comme belligérant contre l'Union soviétique et par conséquent contre la Russie, eh bien, ils ont violé avec l'adhésion à l'OTAN ce traité. Il est aujourd'hui caduque. Alors, il y aurait des procédures pour en faire constater la caducité, mais la Russie est aujourd'hui en guerre avec la Finlande. Bravo, c'est intelligent d'avoir fait ça. Ce qui, sur le plan humain, pour Vladimir Poutine, n'est pas une mince affaire, hein, puisque sa famille est originaire de Saint-Pétersbourg, Leningrad, et qu'il aurait normalement dû avoir un grand frère plus vieux que lui de quelques années, qui est mort dans le siège, faute d'être nourri correctement, et le siège était mené au sud par la Wehrmacht, au nord par l'armée finlandaise, ne l'oublions pas. Alors, l'histoire britannique est impressionnante. Elle est impressionnante parce que il y a une désinvolture, il y a une arrogance, et moi, je dois reconnaître que j'ai été surpris du comportement des Anglo-Saxons en général, mais les États-Unis, c'est une chose, mais la Grande-Bretagne est devenue le plus belliciste. C'est bien Boris Johnson qui est allé faire capoter les négociations, qui a empêché le traité de paix. Ce sont eux qui ont organisé l'attaque du pont de Kerch. Enfin, je ne veux pas faire la liste de leurs interventions. Ils sont d'une violence russophobe assez impressionnante. Et, hasard du calendrier, j'ai reçu aujourd'hui un livre qui s'appelle L'Aigle et le Léopard d'Éric Branca, dont on va peut-être parler d'ailleurs un peu plus loin, Éric Branca, parce que j'ai reçu en même temps un deuxième livre qui s'appelle L'Ami américain, c'est-à-dire les rapports entre Charles de Gaulle et les Américains. L'Aigle et le Léopard, c'est un livre qui raconte comment, un peu comme d'ailleurs le faisait le film, enfin ceux qui l'ont vu s'en rappellent, hein, qui s'appelle Les Heures sombres, avec un numéro d'acteur extraordinaire de cet acteur qui jouait Churchill, hein, mais on n'est pas passé loin d'une alliance, finalement, d'un traité entre l'Allemagne nazie
et la Grande-Bretagne. Il y avait dans l'aristocratie, dans le bloc élitaire britannique, il y avait un très fort courant favorable, à commencer par un roi en exercice, hein, qui a dû abdiquer, qui était nazi. C'est ce que Branca dit. Moi, j'ai un peu feuilleté mais c'est assez effarant. Et on s'aperçoit qu'il y a des permanences comme ça. Il y a des permanences. Hein. Je dirais qu'ils ont été entre guillemets moralement sauvés par Churchill. Hein, mais on n'est pas passé loin de toute autre chose. Bon, alors, donc, les obus à uranium appauvri. Bah, c'est ce que j'ai dit quand on en a parlé la première fois, c'est-à-dire qu'on voit bien, alors le côté britannique, j'en ai rien à faire. Bah, de toute façon, tu rappelais l'importance de Boris Johnson dans le jeu. Je rappelle, je pense qu'il est toujours visible quelque part sur le site de la BBC dans les archives ou de Sky News sur YouTube. Le premier discours qui a été fait par un chef d'État européen le 24 février au soir, c'est Boris Johnson qui l'a fait devant la Chambre des communes. Moi qui ai une petite passion pour une période historique qui va de 1850 à 1950, je connais un peu la guerre de Crimée et j'ai été très surpris en l'écoutant en direct sur Sky News de la teneur de ce discours qui me rappelait la presse britannique ou les déclarations britanniques du début de la guerre de Crimée pour psychologiser le tsar de l'époque, si ma mémoire est bonne, c'était Nicolas Ier, et pour nous faire exactement ce qu'on a entendu sur Poutine à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait une reprise du même champ lexical, des mêmes invectives, etc. Et on voyait se déployer, on le sait, depuis 1815, et là, les gens vont voir que quand on me traite de pro-russe, etc., faudrait y mettre d'énormes bémols. Napoléon Ier, il n'a pas envahi la Russie pour le plaisir, lui. Il n'a pas envahi la Russie pour en détruire les populations parce que ça aurait été des Slaves, des sous-hommes, etc. Il n'a pas envahi la Russie parce que elle était peuplée elle était contrôlée par le judéo-bolchevisme. Non. Napoléon Ier, il a envahi la Russie parce que le tsar ne voulait plus mettre en application un traité qu'il avait signé avec Bonaparte, le traité de Tilsit, dans lequel le tsar s'engageait à ne plus commercer avec les Britanniques. Hein, et donc, Napoléon a voulu lui rappeler ses obligations et surtout lui dire, vous savez, si vous remettez le couvert avec ces gens-là vous boufferont un jour ou l'autre. Ça n'a pas tardé. C'est-à-dire qu'à l'issue du traité de Vienne en 1815, une fois l'ogre corse, comme disent les Britanniques, mis à terre, vers qui la Grande-Bretagne a tourné ses ardeurs guerrières et autres, la Russie. Tout le 19e siècle, c'est ce qu'on appelle, nous en français, le grand jeu, c'est cette lutte à mort entre l'Empire britannique et l'Empire russe, parce que les Britanniques refusent que les Russes accèdent aux mers chaudes. C'est pour ça qu'il y aura la guerre de Crimée, dans laquelle nous, on ira faire déjà les supplétifs pour les Britanniques. C'est pour ça qu'il va y avoir des conflits sempiternels autour d'un pays que tout le monde connaît bien déjà à l'époque, qu'est l'Afghanistan. Hein, c'est là que les Russes vont conquérir leur espace en Asie centrale. Et donc, cette lutte, elle ne va s'achever finalement jamais. C'est-à-dire que quand on étudie l'histoire, on a l'impression qu'avec la Première Guerre mondiale, le fait que les deux pays soient dans le même camp, ça aurait changé quelque chose. Que nenni! À partir du moment, et il faut bien insister là-dessus, où le tsar n'est plus au pouvoir en Russie, pas les bolcheviks. Quand les Russes ont décidé, quand le chef de la Stavka a demandé au tsar un pistolet à la main d'abdiquer, les Anglais, tout de suite, ils vont s'attaquer au nouveau gouvernement russe. Ils vont pas le soutenir. Et une fois que les bolcheviks reprendront le pouvoir, là, ils auront le prétexte militaire pour attaquer, comme d'autres pays occidentaux, la Russie, en disant, là, voilà, c'est l'idéologie, machin, on va y aller. Et on se rend compte que finalement, cette animosité des Britanniques à l'égard de la Russie, elle n'a jamais cessé. Et donc là, elle reprend de plus belle. Donc on vous fournit des armes, vous en faites ce que vous voulez, parce que, je le rappelle, ces armes vont être tirées sur des territoires qui sont majoritairement peuplés aux yeux à la fois des Ukrainiens et des Britanniques, de types qui sont restés là, qui sont pro-russes. Qu'est-ce qu'on s'en fiche s'ils sont contaminés? Qu'est-ce qu'on s'en fiche si les soldats russes qui vont être exposés à ça sont contaminés?
Et s'il y a quelques Ukrainiens qui sont dans le secteur, bon, bah, tant pis, c'est les pertes collatérales. Les Britanniques, après ce qu'ils ont fait dans le soutien à George Bush sur la guerre en Irak en 2003, ils sont plus à ça près. Non, ça c'est vrai. C'est plus un problème. Quand moralement on a fait ça au XXIe siècle, il faut s'attendre au pire. Donc, c'est dans la logique à la fois de ce grand continuum que je viens de rappeler très brièvement, et puis bah, finalement d'une façon d'opérer, hein, qui pourrait nous permettre de placer la phrase de Surcouf, hein, avec les marins britanniques qui lui disent « Monsieur, vous ne battez que pour l'argent, alors que nous nous battons pour l'honneur », et Surcouf de répondre « Chacun se bat pour ce qu'il n'a pas ». Voilà. Et je ne citerai pas Léon Blois parce que je pense qu'on serait censuré. Bon, Voilà. et alors, bon, politiquement, Léon Blois et moi, on n'est pas tout à fait sur la même planète ou dans la Ah ben même si, galaxie. tu es un avocat catholique reconnu. Bien connu. Bien Non, connu, mais pardon. il faut lire Léon Blois, c'est un bonheur, quoi. Il dit n'importe quoi, mais c'est un bonheur. Donc, voilà. Et alors, maintenant, on va parler des amis de Monsieur Titelman. Bon, donc vous vous rappelez que Monsieur Titelman, qui a un site d'aviation qui est, paraît-il, pas mal, me dit-on, il s'est piqué de faire, de réfléchir sur l'art militaire et il a pris le parti de façon sommaire, rustique, le parti de l'Ukraine et il dit à peu près n'importe quoi. Sylvain a eu déjà l'occasion d'en parler, mais on avait remarqué à une de ces occasions qu'il avait lancé une cagnotte pour faire rapatrier en France quelqu'un qui s'était engagé, ça c'est un choix, qui s'était engagé du côté ukrainien, mais ce quelqu'un avait un gros défaut, c'est qu'il était néo-nazi revendiqué. Revendiqué. Hein. Donc, alors, quand il a été rapatrié en France, Monsieur Titelman a triomphé, bravo, mais ça n'était qu'humanitaire. Le gars, il est de la misanthropique division, je crois, hein, c'est-à-dire qu'il affiche absolument tous les symboles du nazisme aujourd'hui. Alors, il y en a deux de cette petite bande qui sont rentrés d'Ukraine. Hein. Il y en a un qui se fait appeler Vivi, l'autre je ne sais pas comment. Il y a toute la documentation qu'il faut sur les réseaux, on les voit faire le salut nazi, on les voit revendiquer leur combat pour éradiquer le bolchevisme en Europe, etc. Tout le discours d'Adolf Hitler, on les voit rendre hommage au chef de l'Allemagne nazie, et ils viennent de rentrer en France. Alors je croyais que c'était une infraction vis-à-vis du droit français d'aller faire la guerre en Ukraine comme mercenaires, même si c'est bénévole, hein, c'est considéré comme une infraction. Ils se sont fait piquer, alors je ne vais pas dire à la frontière parce qu'ils descendaient d'un bus, ils se sont fait piquer avec du matériel militaire, ce qui est quand même assez extraordinaire. Hein. Donc, ils ont été arrêtés, présentés au parquet. Le parquet, prestement, leur a fait signer ce qu'on appelle une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité, un plea bargaining, comme on dit en anglais, dans le système anglo-saxon. Hein. Donc, vous reconnaissez que vous avez violé les textes relatifs au port d'armes et ils sont passés en correctionnel très vite. Hein, en comparution immédiate et ils ont eu une peine tout à fait symbolique. Et maintenant, ils sont de nouveau dans la nature, alors que les deux sont fichés. Hein. En France, ils sont fichés comme nazis. Hein. Par conséquent, dangereux. Bon, je pense que M. Titelman doit être content. Voilà. Alors, j'ai terminé avec ces petits préalables. Sylvain, je te repasse la parole pour la description du terrain. Oui, alors on va regarder un petit peu la carte des opérations. Alors, c'est bon, ça s'affiche. Pas encore. Voilà. Donc, Voilà. voilà. Donc là, j'ai mis la carte du secteur de Kherson. Hein. Donc, Kherson, c'est ici. Hein. Le Dniepr coule dans ce sens-là. Et donc, ici, vous avez. Alors là, c'est colorisé en foncé. C'est donc ce qu'on considère comme une zone grise. Hein. En rouge, ici, c'est ce qui est tenu par les Russes de manière sûre et certaine. Alors, je vais zoomer tout doucement pour rentrer un peu dans le détail de ce qui s'est passé et sur lequel on a eu des gorges chaudes, ça y est, c'est la grande contre-offensive, etc.
Donc ici, vous avez le pont Antonovski, hein, donc le grand pont qui servait d'artère de logistique pardon, pour l'armée russe quand elle était sur la rive nord, qui a été dynamité donc au mois de novembre, autour du 10 ou 11 novembre. Et donc, les Russes, vous avez bien vu, hein, ici, on est sur une lande de terre qui est même entrecoupée de petites rivières intérieures, etc. On a donc quelques habitations ici aux abords du pont. D'ailleurs, ici, sur cette partie-là, on a une vidéo qui date du 24 février, qui a été filmée par un habitant, où on voit les premiers combats des groupes de reconnaissance russes et ukrainiens dans ce secteur. Si vous ne l'avez jamais vu, vous pouvez la retrouver sur Veille Stratégique. Donc, vous voyez, c'est un terrain qui est complètement désert. Hein, il y a vraiment quelques habitations le long du Dniepr, et c'est tout. Et donc, on nous a dit, voilà, les Ukrainiens, avec 30 hommes, hein, donc déjà, quand vous voyez la taille de ce que fait ce secteur, avec 30 hommes, si vous contrôlez les abords du pont, ce sera déjà pas mal, fût-ce des hommes des forces spéciales, donc sans matériel lourd, sans même des mortiers de moyens pour s'appuyer, enfin bref, leurs fusils et pas grand-chose d'autre. On nous a dit qu'ils avaient conquis tout ce secteur-là, eux tout seuls. Bon, bref, rien de tout ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont probablement mené des missions de reconnaissance sur tout ce secteur, mais pas plus. Et en tout cas, à chaque fois qu'ils ont été repérés, ils ont été ciblés par l'artillerie. Et aujourd'hui, la seule chose dont même l'Institut pour l'étude de la guerre, hein, l'ISW de Mme Nouland et de M. Kagan, nous dit que finalement, la seule chose qu'on reconnaît qu'ils maîtriseraient encore, alors ils ont peut-être reçu quelques renforts, c'est cette petite bande ici, hein, qui est donc avec, vous le voyez, quelques habitations. Ils seraient peut-être encore retranchés dans cette partie-là. Mais on a vu hier les Russes se filmer ici aux abords du pont, hein, avec leurs unités pour bien montrer que ce secteur est toujours sous contrôle russe. Et donc peut-être y a-t-il encore quelques éléments des forces spéciales ukrainiennes qui sont cachés dans les maisons le long du Dniepr, et c'est tout. Voilà. Donc ce n'est pas la peine de venir nous dire que c'est les prémices de la grande contre-offensive. Et de toute façon, la nature du terrain ne permet le déploiement de quasiment aucun véhicule lourd. Donc, ils peuvent débarquer toute l'infanterie qu'ils veulent dans ce secteur. Déjà, donc c'est plat, c'est nu. Hein, on l'a vu, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Donc, dès que vous sortez de la partie où il y a les habitations ici, il y a quelques arbres là autour de la route qui mène au pont Antonovski, et c'est tout. Ça fait peu d'endroits pour se cacher, et donc avec tous les systèmes dont on a parlé, les drones, les satellites, etc., ils sont repérés et ils prennent des coups d'artillerie, hein, et puis on a parlé de bombardement aérien. Moi, j'ai pas encore vu d'image, mais en tout cas, voilà, c'est une zone totalement inhospitalière. Et à part des missions de reconnaissance, je vois pas à quoi on peut assimiler cette mission pour le moment. Voilà. Alors peut-être que c'est une mission de reconnaissance pour préparer l'offensive. Hein. On se souvient, pour ceux qui étudient le débarquement de Normandie, qu'on envoyait sur les plages normandes nuitamment des commandos relever le niveau de densité du sable pour préparer par rapport aux chenilles des chars alliés ce qu'il fallait faire comme modification. Hein. Je ne dis pas que c'est peut-être ça leur vraie mission, et c'est pour ça qu'il n'y avait que 30 hommes pour la mener. Mais ce n'est certainement pas les prémices d'un débarquement de vive force sur la partie sud de l'oblast de Kherson. Voilà. Alors après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous allez aller sur Veille Stratégique les lire. Hein. On vient de mettre ça en ligne tout à l'heure, juste avant de commencer la vidéo. Alors, je vais redézoomer un petit peu pour qu'on passe au secteur de la centrale nucléaire d'Ernogadar, voilà, qui est ici. Et donc, selon Ribard, donc, qui est proche du ministère de la Défense russe, on a tout un tas de préparatifs qui seraient en cours dans tout le secteur ici sur la rive nord, hein, depuis plusieurs endroits. Les troupes ukrainiennes seraient dispersées avant de pouvoir se rassembler pour tenter un débarquement de vive force dans ce secteur pour s'emparer de la centrale nucléaire. Voilà. Alors, allez voir sur Veille Stratégique. Il y a un article assez long qui a pris du temps à être traduit depuis Ribard, mais vous verrez, là, il y a vraiment toutes les informations, donc je ne vais pas y revenir en détail. On va passer au reste du secteur. Alors, ici, à l'est du Dniepr, dans le secteur d'Orikiv, et donc dans le secteur où tout le monde attend la contre-offensive, enfin le grand coup de la contre-offensive ukrainienne,
On n'a pas de nouveauté par rapport à la semaine dernière. On a à peu près le même nombre de brigades déployées du côté ukrainien. On a toujours d'intenses tirs d'artillerie de part et d'autre, des missions de reconnaissance qui sont menées, semble-t-il, par les groupes de reconnaissance ukrainiens pour toujours tenter de déceler les points faibles tactiquement dans le dispositif russe, mais il n'y a pas d'action d'envergure pour le moment. Ensuite, on va passer au secteur d'Ougledar. Alors là, Ougledar, par contre, les combats se poursuivent. On voit que les Ukrainiens sont toujours nombreux pour tenir le secteur. On a eu la semaine dernière des contre-attaques locales ukrainiennes qui ont été stoppées. On parle de quelques contre-attaques locales russes, mais j'y crois pas trop parce qu'on manque d'images ou ce genre de choses. Par contre, il y a une chose qui est certaine, parce que là, on a les images, c'est que les Russes sont en train vraisemblablement de raser Ougledar avec leur artillerie et surtout leur fameuse bombe planante de 500 à 1500, enfin de 500 kilos à 1500 kilos. Là, par contre, il semblerait qu'ils ont complètement, alors peut-être ont-ils des renseignements sur la population. Je sais qu'au mois de mars, on parlait encore de 1400 personnes dans la ville. Peut-être qu'ils savent qu'ils ont été évacués ou qu'ils ont malheureusement été tués dans les combats à ce moment-là. Mais en tout cas, là, les Russes font plus du tout dans la dentelle. Je pense qu'il ne restera pas grand-chose d'Ougledar à la fin des combats. Ça devient vraiment de plus en plus compliqué et les combats sont très limités depuis une semaine. Et par contre, on note ici l'apparition d'une brigade d'artillerie ukrainienne qui était absente la semaine dernière, probablement pour soutenir les troupes qui sont autour d'Ougledar. Quand on arrive dans le secteur de Marinka, ici, la nouveauté, c'est l'avancée. Voilà. Alors ici, la carte n'est pas à jour depuis hier soir, ça a changé. Les Russes tentent de prendre ce village depuis 3 semaines, si ma mémoire est bonne. Ils ont arrêté d'attaquer frontalement, ils ont réussi à le déborder par le sud et donc à menacer ces lignes de communication à terme. Les Russes affirment que pour Marinka, ils ont en leur possession, ils ont fait un compte à partir du nombre de pâtés de maison, ils contrôleraient 50 pâtés de maison sur 59 que compte la ville. Donc pareil, on est dans du combat urbain de très haute intensité en termes d'appui. Et par contre, au niveau des combats, on est sur des combats à l'échelle de la compagnie, puisque le terrain ne se prête pas à des déploiements plus importants. Pour le moment, les Ukrainiens s'accrochent à la partie occidentale, mais si ça déborde ici au sud, on risque de voir à nouveau un chaudron se former à terme dans ce secteur. Et là, c'est pareil, la carte, elle n'est pas à jour parce que ce village ici est aujourd'hui le lieu de combat très important entre les défenseurs ukrainiens et les assaillants russes. Donc, on voit que sur le plan tactique, on a une tentative de faire une pince au sud et au nord qui est en train de se développer depuis 48 heures. Ensuite, on remonte dans le secteur d'Avdivka. Donc là, dans le secteur d'Avdivka, dans la ville elle-même, bombardement, etc., mais pas de combat d'infanterie. On a toujours des combats importants qui sont menés ici parce que les Russes tentent toujours de percer vers le nord. Et par contre, là où les Russes sont vraiment à la manœuvre, alors pareil, la carte n'est pas très à jour, c'est sur ces deux villages ici. Là, ça fait depuis 48 heures que les Russes avancent et seraient aux abords de ces deux villages. Et surtout, s'ils arrivent ici, on sait qu'ils couperaient encore un peu plus les voies d'approvisionnement, mais surtout dans celui-là, où là, on a une route qui part plein est et puis quelques routes qui peuvent encore repasser à travers les champs. Donc, les plus importants combats pour Avdivka, c'est dans sa périphérie nord et dans sa périphérie sud qu'ils ont lieu en ce moment. Et là encore, on assiste à un emploi de plus en plus important en nombre des fameuses bombes planantes pour écraser les positions défensives ukrainiennes. Je rappelle que dans les risques que court l'éventuelle contre-offensive ukrainienne, c'est que en s'enfonçant de quelques 10 ou 15 kilomètres, non seulement elle pourrait se placer au-delà de ce qui lui reste comme moyen de lutte antiaérienne, mais surtout, les bombes planantes russes peuvent être lancées à 45-50 kilomètres de leur cible. C'est-à-dire que les avions russes n'ont même pas besoin de survoler le territoire qui est contrôlé par l'armée ukrainienne aujourd'hui. Donc une densité de chars ou de véhicules blindés sur quelques kilomètres de front,
vous placez une dizaine de bombes, et puis l'offensive, elle est morte et enterrée par les bombes sans que quelqu'un puisse y faire quoi que ce soit. Hein, Il je faudrait rappelle. faire une toute petite observation, Sylvain. Dans le générique, il y a une photo, mais c'est très court, hein, une seconde, une photo d'une bombe planante où on voit qu'on rajoute sur le corps de la bombe, on rajoute une aile en V des deux côtés, Oui, hein, et que ça permet, avec une énorme précision, parce qu'on rajoute également un GPS, hein, si j'ai bien oui, compris, hein, je ne sais c'est pas si ça. ça Oui. s'appelle comme ça. Et donc, j'ai lu qu'il serait possible de faire ça aussi avec des bombes de 3 tonnes, c'est-à-dire, là, c'est colossal, la puissance Oui. explosive est colossale. Oui, oui, c'est ce qui se dit sur les réseaux Telegram depuis une semaine, c'est que voilà le système de la bombe planante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des bombes de conception des années 80 qui donc ont été produites dans un nombre colossal par l'armée soviétique à l'époque. Donc les Russes, c'est un peu comme leurs obus pour l'artillerie, en ont des stocks à satiété. Ils emploient ces bombes avec ces modifications que depuis un mois et demi environ, et ils en auraient donc pour plusieurs, au moins milliers à disposition pour pouvoir mener ce genre d'opération, sachant que la précision avec le système de guidage qui est installé dessus, c'est 10 mètres. Donc, vu ce que fait une bombe de 500 kilos, on n'est plus à 10 mètres près, sauf si on attaque des structures fixes qui sont enterrées, où là, on a intérêt à ce que ça tombe vraiment pile sur la structure et pas ailleurs pour avoir un effet maximisant. Voilà. Mais pour taper des concentrations de chars ou taper en ville sur ce qui reste d'Ouglédar, il n'y a pas besoin d'être à quelque chose de plus précis que ça. Voilà. Donc ensuite, on va remonter bien évidemment sur le secteur dont tout le monde parle, qui est Bakhmout. Donc aujourd'hui, la situation de Bakhmout, elle est de plus en plus compliquée. Hein. Les Russes tiennent 80% minimum de la ville. Les Ukrainiens ont perdu, là la carte n'est pas à jour, ont perdu le contrôle donc ici du coude de l'une de leurs routes d'approvisionnement. Hein. Les paras se sont installés de l'autre côté. Il y a eu des contre-attaques qui n'ont pas porté leurs fruits. Les Ukrainiens n'ont pas réussi à reprendre le contrôle. Et puis dans la ville, ben, on voit que la ville, le territoire tenu par les Ukrainiens se réduit comme peau de chagrin. Il semblerait que les unités ont perdu pied dans certains secteurs dans la journée, en fin de journée hier et au cours de la nuit. Et puis ici, on a toujours des tentatives russes pour prendre de force Ivanovské et essayer de couper la dernière route, mais de toute façon, c'est pour la couper physiquement, mais cette route est sous le feu, bien évidemment, de l'artillerie russe depuis déjà plusieurs semaines, et donc toute tentative de l'emprunter est un jeu plus que mortel. Voilà, aujourd'hui, j'insiste sur, alors ça vient des réseaux russes, hein, donc vous le prenez comme vous voulez, mais certains observateurs russes disent que depuis hier soir, l'affaire du coup de téléphone entre Zelensky et le président chinois Xi Jinping avait entre autres comme sujet une demande de Zelensky de laisser auprès de que Xi Jinping relaie ça auprès de Poutine, de laisser l'armée ukrainienne évacuer le reste de Bakhmout, pour la bonne et simple raison que Prigojine a décidé qu'il ne ferait plus aucun prisonnier, étant donné que certaines unités présentes à Bakhmout du côté ukrainien ont éliminé délibérément des prisonniers de Wagner et que ça n'a pas du tout plu à Wagner. Et donc, il a déclaré officiellement qu'il n'y aurait plus de prisonniers parmi les unités qui étaient encore dans Bakhmout. Donc, c'est où elles s'en vont, où elles sont tuées. Donc je pense que c'est pour ça que Zelensky a décroché son téléphone. Bon, probablement pas que pour ça, mais que ça paraît vraisemblable. On verra, l'histoire nous dira ce qu'il en est. Et alors, ce qui est très important pour conclure, c'est que les combats se poursuivent ailleurs. Hein. La carte ici n'est pas à jour non plus, au nord de Bakhmout, au nord-ouest de Bakhmout, parce que même selon l'Institut pour l'étude de la guerre de Mme Nuland et M. Kagan, le village qui est ici est maintenant entre les mains des Russes, ce qui fait que les Russes ont également touché la berge du canal ici, ce qui enferme encore un peu plus les troupes ukrainiennes qui sont situées dans ce secteur. Donc ça devient de plus en plus compliqué pour l'armée ukrainienne de tenir à la fois la ville de Bakhmout
enfin les 20% qui leur restent, mais aussi les alentours. Et puis, on a, parce que ça, c'est pareil, dans la presse occidentale, on n'en entend quasiment pas parler, mais les combats redoublent d'intensité ici autour de Bilorivka, redoublent d'intensité dans la zone forestière ici au nord du Seversky Donetsk, dans le secteur de Yampol, ou Yampil, hein, c'est selon, et vous voyez ici une petite nouveauté qui n'est pas négligeable, c'est cette... la carte ici, on a l'armée russe qui vient border la rivière complètement maintenant. Hein. La semaine dernière, les Russes étaient sur cette route, sur l'axe routier qui est là, et maintenant, ils sont en train de border partout la rivière. Il ne reste donc plus qu'une tête de pont ici pour l'armée ukrainienne. Donc là encore, on peut constater, je ne sais pas si M. Merchet, dans ses calculs d'apothicaire, a enregistré le nombre de kilomètres carrés que ça représente. Il n'a toujours pas compris quelle était la stratégie russe, qui était une stratégie assez, on l'a dit la semaine dernière, originale, de mener une guerre offensive d'attrition en maintenant donc une position défensive. Hein, voilà, ça échappe, parce que c'est du Svetchin niveau plus. Il n'est pas étonnant que ça échappe à M. Merchet. Voilà, et donc c'est pareil, il y a eu à nouveau une activation des combats jusqu'à ici, le secteur au nord de Kupiansk, donc Kupiansk est ici, et donc là aussi, les combats ont redoublé d'intensité, alors avec des gains beaucoup plus modestes pour les Russes, mais des gains quand même. Donc voilà, l'offensive russe qui se fait de manière séquencée par poussée se poursuit. Bien, merci Sylvain. Donc, retour à la marche du monde, en commençant par l'épisode de l'ambassadeur de Chine en France. Alors, on vous rappelle qu'à son retour de Chine, Emmanuel Macron, dans l'avion, avait fait quelques confidences et avait dit qu'il était souhaitable que l'Union européenne soit moins suiviste des États-Unis et renforce son autonomie stratégique. Que n'avait-il dit? Que n'avait-il dit? Le lobby atlantiste, quand je dis lobby, c'est un peu plus étoffé qu'un simple lobby, hein, c'est-à-dire une grande partie du bloc élitaire, du bloc intellectuel, journaliste, universitaire, s'est levé comme un seul homme, mais comment hostile? Alors, on a eu les agents directs, hein, je pense à M. Tertrais, à M. Tenzer, à Mme Ackermann, hein, c'est le nom d'universitaires et de gens qui sont liés organiquement, hein, aux instituts américains. On a des hommes politiques, hein, qui sont tous passés par les Young Leaders. Par conséquent, ils se sont, je veux dire, offusqués que l'on ait osé réfléchir, émettre l'hypothèse que ce serait mieux d'être plus autonome au plan stratégique. Et puis derrière, il y a eu une étonnante provocation, c'est-à-dire que l'ambassadeur de Chine en France a une nouvelle fois accepté une invitation de chez LCU, LCI, la chaîne de Benoît Billard. Donc, et une fois de plus, cette fois-ci c'était Rochebain, c'était pas Pujadas. Une fois de plus, on a eu affaire à une espèce de réquisitoire. L'ambassadeur, j'ai regardé la vidéo, hein, l'ambassadeur est resté très calme, il a dit un certain nombre de choses, et ensuite, toute l'interview qui était trop longue, moi je me demande ce qu'ils vont y faire. Hein. C'est pareil pour Piotr Tolstoï. Hein. Il y a d'autres endroits où ils peuvent aller s'exprimer, où ils peuvent aller débattre, y compris dans la presse mainstream. Pourquoi aller dans la pire poubelle? C'est vraiment surprenant. Bon, ils y vont en tout cas, et toute son intervention a été saucissonnée. Et au fur et à mesure de la semaine, hein, elle a été surinterprétée. Et qu'est-ce qu'on lui a fait dire à l'ambassadeur de Chine? On lui a fait dire qu'il ne reconnaissait pas la souveraineté des pays qui se sont détachés de la Russie au moment de la dislocation de l'Union soviétique, ce qui est tout simplement faux. Il n'a pas dit ça. Il a dit une chose qui, au plan factuel juridique, est parfaitement exacte, c'est que au moment de la dislocation de l'Union soviétique, il n'y a pas eu de traité international pour bien identifier les nouveaux sujets de droit international. Bon, et c'est tout ce qu'il a dit. Mais il n'a pas dit qu'il ne reconnaissait pas la souveraineté de ces pays, et il ne l'a pas fait pour une très bonne raison, c'est que
la Chine, au moment de cette dislocation, a reconnu les différents pays qui arrivaient sur la scène internationale. Donc, comment peut-on dire ça aujourd'hui? Mais là, le lobby atlantiste, hein, celui qui a ses racines dans la période gaulliste et qui a détesté, qui a profondément détesté pas la neutralité, l'indépendance nationale mise en place par le général de Gaulle, eh bien, ils prennent une revanche des déclarations dans l'avion. Et là, comment peut-on parler avec la Chine? C'est la raison du plus fort, des gens qu'on n'a jamais entendus protester, émettre une critique quand ils ne l'ont pas soutenu. Coucou Glucksmann, coucou Bruckner, hein, coucou BHL, quand ils n'ont pas soutenu l'intervention, l'agression américaine de l'Irak. Je ne cite que celle-là, mais il y en a un paquet d'autres. Alors c'est très, très intéressant la façon dont notre pauvre pays s'est retrouvé dans une situation où la ministre des Affaires étrangères a été obligée de convoquer l'ambassadeur qui lui a dit, moi j'ai dit ce que je pensais, hein, mais si vous voulez qu'on fasse de la diplomatie, allons-y. Il y a eu ensuite des parlementaires européens, dont des parlementaires français d'ailleurs, hein, qui ont dit qu'il fallait chasser l'ambassadeur de Chine. Il fallait le déclarer persona non grata. On peut rappeler à ces gens-là, français ou pas, mais qui sont parlementaires européens, qu'il serait souhaitable qu'ils respectent la souveraineté de leur pays. Ce serait peut-être une bonne idée. Alors, il y a quelqu'un qui a été très bien. Hein, et ne voyez là, de ma part, aucun favoritisme. Hein. Il y a quelqu'un qui a fait, à cette occasion, une déclaration assez intéressante. Parce que monsieur Borrell, hein, l'espèce d'ahuri qui sert de ministre des Affaires étrangères à l'UE, a dit qu'il fallait que, justement, à cause de ce comportement chinois de grande puissance intolérable, il fallait aller naviguer les marines des pays de l'UE aillent naviguer dans le détroit qui sépare la Chine de Taïwan. Aïe. Donc, effectivement, c'est une idée extrêmement intéressante. Je rappelle qu'il y a quelques années, il y a eu un incident. Hein, il y a eu un bateau de la marine de guerre hein, française qui est allé dans le coin. Les Chinois n'ont pas aimé du tout. Les Chinois n'ont pas aimé du tout. Alors, avant de revenir sur la suite de ça, je voudrais vous lire quelque chose qui me semble intéressant. C'est l'état du droit, hein, c'est l'état du droit aujourd'hui. Et quand on entend les discours de M. Tenzer, de M. Tertrais et de tous ces journalistes et de M. Rochebin, on a envie de le renvoyer à ce que disait l'Assemblée générale des Nations Unies le 25 octobre 1971. Très intéressant. Hein, l'Assemblée générale des Nations Unies, après que la Chine ait réintégré son siège au Conseil de sécurité de l'ONU, il n'y en a pas 50, hein, des personnes qui siègent, des personnes, des États, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits et la reconnaissance des représentants de son gouvernement comme les seuls représentants légitimes de la Chine à l'Organisation des Nations Unies, ainsi que l'expulsion immédiate des représentants de Chiang Kai-shek, c'est-à-dire Taïwan, du siège qu'ils occupent illégalement à l'Organisation des Nations Unies et dans tous les organismes qui s'y rattachent. C'est-à-dire qu'il y a un paria aux Nations Unies, je ne sais pas, je ne fais pas de commentaires de valeur là-dessus, mais s'il y a un paria, c'est bien Taïwan. Et cette façon de nous mêler hein, de ce qui constitue un problème de l'Asie, un problème de la Chine, hein, et un problème des Nations Unies, on ferait bien d'être modeste. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que Maria Zakharova, mais c'est uniquement la qualité, j'insiste, la qualité de ces interventions qui motivent cette citation. Lorsqu'on lui a parlé des déclarations de Borrell, elle a dit « Ah oui, oui, c'est très intéressant, l'Europe va aller à 10 000 kilomètres, faire naviguer ses navires de guerre, c'est une excellente idée. Dans ce cas-là, la Chine pourrait aller naviguer au large des îles anglo-normandes, hein, qui sont tout près des côtes françaises. Eh bien, effectivement, pourquoi pas. Et là, je l'apprécie parce qu'elle met une pierre dans le jardin
des Britanniques, puisque ces îles qui sont à une coudée des côtes de Normandie sont sous souveraineté britannique, elle aurait pu dire bon, on va demander ou conseiller aux Chinois d'aller naviguer en Méditerranée entre la côte française et la Corse, par exemple. Ce serait amusant. Ça plairait beaucoup à Guy-Luc, ou c'est Guy-Luc Talamoni, ou je ne me rappelle plus exactement de son prénom. Jean-Guy Talamoni. Jean-Guy Talamoni, ça, je pense, l'amuserait beaucoup. Je prends cet exemple pour montrer l'inanité de ces comportements, l'amateurisme, la médiocrité du niveau. Et ce d'autant, mon cher Sylvain, que le président Xi, alors il paraît qu'il faut dire Xi Jinping, je ne sais pas, mais il a décroché son téléphone, ce qui montre bien que tout ça a été parfaitement maîtrisé et qu'à mon avis, un diplomate du niveau de l'ambassadeur de Chine en France savait très bien ce qu'il faisait. Il a décroché son téléphone et il a appelé pendant 1h15, il a appelé Zelensky. Donc, effectivement, c'est un acte fort. Bon, Zelensky était depuis le temps qu'il attendait, était enchanté. Et puis, juste après, il a nommé l'ancien ambassadeur de Chine en Russie, personnage important de la diplomatie chinoise, avec une mission de consultation, d'observation sur la paix en Ukraine. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'initiative, et il faut voir à quel niveau, et donc ce monsieur va se balader entre les différentes capitales avec pour mission d'élaborer une solution, si c'est possible, et de rapprocher les parties, comme ils l'ont fait entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Voilà. Donc, effectivement, voilà un monde qui change, et on ferait bien d'être un petit peu moins, je veux dire, le regard fixé sur notre nombril, et on ferait bien d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, je reviens sur mon petit... ah oui, toujours juridique, c'est la question de la Cour pénale internationale. Bon, on a dit ce qu'on pensait du mandat d'arrêt qui, au plan juridique technique, ne tient pas debout. Il a été pris par une autorité incompétente. Il a ensuite porté sur des faits qui ne sont absolument pas établis, mais il n'y a même pas un commencement d'établissement de réalité des faits, avec l'utilisation d'un terme totalement inadapté que celui de la déportation. C'était bien évidemment une opération directement politique. Il va y avoir un sommet des BRICS en Afrique du Sud, je crois que c'est en septembre, peu importe. Et à cette occasion, le voyage de Vladimir Poutine, la question de ce voyage était posée. Alors, le problème, c'est que l'Afrique du Sud est membre de la CPI, ce qui n'est pas le cas de la Russie, ce qui n'est pas le cas des États-Unis qui a dit que si on touchait à la tête d'un de ses représentants, ils enverraient l'armée, ils envahiraient non pas la Pologne, mais les Pays-Bas. Donc, mais voilà. Ils y sont déjà aux Pays-Bas. Tout à fait, ils y sont déjà, mais bon, ils enverraient des soldats. Bon, toujours est-il que ça pose un problème. Alors, l'ANC, le parti, a dit il faut se retirer de la CPI parce qu'on veut être tranquille, on veut pouvoir recevoir Vladimir Poutine. Le président de la République a dit nous allons nous retirer. Et son administration a dit non, non, ça a été trop vite, non, non, pour l'instant, il n'en est pas question. Donc, le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire que effectivement, les Sud-Africains qui vont faire des manœuvres militaires à l'automne également, avec les Russes et les Chinois, excusez du peu, les Sud-Africains qui sont un des piliers des BRICS, sont bien contents de bénéficier de cette situation. Le problème, c'est que, comme les Brésiliens, qui sont eux aussi membres de la CPI, qui la reconnaissent, ils ne veulent pas trop ou trop vite se fâcher avec les États-Unis. Donc, il y a une contradiction qui rend les choses un petit peu délicates. Dans la mesure où la salle d'attente des BRICS est pleine, où ceux qui vont venir vont se dire, attendez, il y a un problème, que des membres des BRICS soient membres de la CPI et que les dirigeants de nos pays, je pense à l'Iran, je pense à l'Arabie Saoudite, je pense à la Turquie, je pense au Mexique, etc., que les membres, les dirigeants de ces pays se retrouvent avec un mandat d'arrêt donné
de la façon dont il a été donné pour Vladimir Poutine, ça pose un réel problème. Moi, je pense qu'ils vont devoir choisir. Hein, beurre, argent du beurre, ben non. Vous n'aurez pas le sourire de la crémière en plus. Donc, il va falloir que vous choisissiez. Et le maintien de ces deux pays, c'est une question délicate, hein, ça ne va pas se jouer sur ce problème, mais le maintien de ces deux pays passera probablement par une redéfinition des rapports avec la CPI. Alors, il y a eu également, l'arrivée de Lavrov à New York pour présider le Conseil de sécurité, parce que pendant un mois, c'est la Russie qui préside. Alors, on imagine la presse, les grincements de dents. Bon, alors comme un peu de Schadenfreude, ça fait pas de mal. Hein, on les a regardés. On a constaté également que quand il y avait une connerie à faire, certains la faisaient tout de suite. L'administration américaine a refusé de donner des visas aux journalistes russes qui devaient accompagner Lavrov. Réaction de tout le monde, ok, ben on va le siège à New York, il va falloir régler le problème. Puisque vous ne respectez pas les règles, l'ordre international selon les règles, vous ne les respectez pas, hein, on ira le mettre avec le siège prévu pour les BRICS en Centrafrique. Hein. Je pense que Bokassa Ier doit se retourner dans sa tombe, hein, en se disant finalement le monde a changé. Bon, donc voilà. Dernier point, c'est la candidature de Joe Biden à l'élection américaine de 2024. Alors, mon cher Sylvain, pour qui vas-tu voter? Ah bah, pour qui je vais voter? Non, bah, bon, alors déjà, c'est bon, enfin, on s'y attendait, parce que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux depuis un petit moment. Pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Bah, parce qu'ils ont personne d'autre sous la main dans l'équipe qui le téléguide, hein, à savoir Obama et ses conseillers, hein, puisque tout le monde sait que Obama occupe une place très importante dans l'ombre et que le fait que Joe Biden soit dans l'état dans lequel nous l'avons vu à de multiples reprises, au point même qu'LCI a reconnu qu'il n'avait pas toute sa tête en toutes circonstances. Je me suis dit là, c'est bon. Cette chaîne va bientôt afficher des comment que ça s'appelle, des présentateurs à la nord-coréenne. Enfin bon, bref, là je me suis dit quel basculement. Même Laurent Saïm, l'agent américain de tous les agents américains, de néocons comme on n'en fait pas, est venu nous dire oh là là, mais attention, se prépare enfin, oserais-je dire, une mesure d'impeachment. Alors moi je suis déçu parce que je ne suis pas un spécialiste du droit, mais je suis un spécialiste, je pense, de l'histoire américaine. Et moi, comme je l'ai déjà dit, Joe Biden, impeachment pour démence. Hein, ce n'est pas pour autre chose, c'est pour démence. C'est prévu dans la Constitution américaine. Et ça a déjà été utilisé une fois. Elle nous dit, ah ben non, là, c'est à cause d'Hunter Biden. Ah ben, banco, ma pauvre dame, là, c'est encore mieux. Banco. Qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Ah, par contre, elle nous dit tout de suite, attention, les réseaux complotistes bruissent de joie à cette idée. Ah bon? Ben non. Enfin, je veux dire, l'ordinateur d'Hunter Biden a révélé des faits. Enfin, il y avait du bruit dans les faits, mais parce que l'autre, à force de sniffer de la coke avec des prostituées, ça faisait un peu de bruit. Mais voilà, il y a des faits. Hein, et puis l'appel passé par papa auprès du procureur général de la colonie ukrainienne en son temps pour qu'on ne fasse pas de mal à son petit pour toutes les choses qu'il avait menées en Ukraine. Bon, ben voilà. Donc, elle nous dit attention, ça va poser problème. Ah bah oui, c'est sûr, hein, on se souvient de ce qui est arrivé à ce pauvre Donald Trump qui a traîné une procédure d'impeachment qui a débouché que sur des non-lieux et sur la mise en cause d'agences comme le FBI qui ont manipulé des données et ont menti au peuple américain et à la représentation nationale au Congrès. Eh bien, elle nous dit que ça va porter préjudice à sa candidature. Et là, deuxième surprise dans la bouche de Madame Haïm en moins d'un quart d'heure, elle nous dit mais il y a un autre candidat. Alors là, moi, je me tenais à ma chaise et à ma fourchette parce que j'étais en train de déjeuner. Elle nous parle de Robert Kennedy Jr., hein, qui est le neveu de Robert Kennedy. Hein. De John. Oui, de John, pardon. C'est le fils de Robert. Voilà, c'est le fils de Robert, qui est le neveu de John Kennedy, et qui lui aussi va se présenter vraisemblablement à l'investiture, qui recueillerait déjà 13% d'opinion favorable dans certains sondages faits aux États-Unis.
Et on va espérer que ce sera plutôt lui qui sera le candidat des démocrates à la sortie de tout ça. Et effectivement, peut-être que cette mesure d'impeachment, même si elle ne va pas jusqu'au bout, fragilisera suffisamment l'édifice plus que branlant que représente physiquement et moralement Joe Biden pour qu'il ne gagne pas l'investiture. Et puis, à l'âge qu'il a, l'investiture, c'est pas demain matin. Hein, donc, il faut qu'il tienne jusqu'à l'été prochain pour Oui, pouvoir mais alors, y parvenir. le problème, c'est que l'impeachment, excusez ma prononciation, je ne sais pas si ça ira, mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que le Parti démocrate, qui a quand même la presse, qui a les principales agences, hein, il n'a pas le Pentagone parce que c'est plus compliqué, on en a déjà parlé, mais enfin, il a la CIA, il a la NSA, il a le FBI en particulier qui est à son service, il a les universités, enfin c'est une puissance politique. Ils n'ont pas les moyens de susciter un autre candidat que Biden. Et dans la préparation des primaires dont tu parles, Sylvain, j'ai lu que les débats entre Biden et d'éventuels candidats seraient interdits par le parti, politiquement interdits, ils n'auront pas lieu. Mais attendez, ils en sont là, il y a un vrai problème quand même. Hein, et ça nous renvoie à l'état de ce malheureux pays, parce que, y compris l'impeachment, donc, OK, Biden en état de sénilité, euh, la séquence que je préfère, c'est quand il débarque de l'avion en Irlande du Nord et qu'il tombe sur Rishi Sunak. Hein, et qui lui dit, toi, pousse-toi, toi, va porter ma valise, et il va saluer un vieux militaire qui est là. Hein, non, ça, c'était magnifique. Surtout tout ce que ça racontait, ce que ça véhiculait derrière, c'était splendide. Donc, c'est que s'il y a impeachment, eh bien, qui c'est qui devient président? Kamala Harris. Et là, c'est la terreur. Allez vous balader sur les réseaux. Il y a une vidéo où elle fait un grand discours, je ne sais pas très bien sur quoi, c'est absolument incompréhensible. Et toutes les informations, puis moi, celles qui me viennent hein, de mes contacts, y compris parfois familiaux aux États-Unis, me disent qu'elle est complètement idiote, quoi, que c'est vraiment un drame. Hein. Alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas où est-ce que tout ça va aller, je me demande. En tout cas, pendant ce temps-là, le monde continue à tourner. La dédollarisation, hop, t'as vu, je l'ai dit sans buter là. Hein. Donc, je fais des progrès, hein, au contraire de Joe Biden. Et donc, ça continue. L'Inde est devenue le premier pays du monde en termes de population. Il continue à faire son petit bonhomme de chemin, comme disait un diplomate indien, ce qui est extraordinaire actuellement dans la relation avec la Russie, entre l'Inde et la Russie, c'est la stabilité de cette relation. C'est une vieille histoire. Hein. D'excellents rapports, ben, ils se maintiennent et ils se développent. Et d'ailleurs, Chinois et Indiens, qui ne s'aiment pas beaucoup ou qui ne s'aimaient pas beaucoup, recommencent à mieux se parler. Voilà. Voilà donc. Je précise que pendant l'année qui a précédé l'opération militaire spéciale, on a eu 2 incidents au Ladakh entre les troupes indiennes et chinoises. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, il n'y a plus eu un seul incident dans le Ladakh. C'est tout. Vladimir Poutine, faiseur de paix, nous dis-tu? Enfin, LCI va s'emparer de ton cas, mon vieux. Hein, c'est ça. Là, hein. Ou non, ou la commission parlementaire d'enquête. Avec mon ami Tanguy. Oui, qui est venu montrer sa partialité extraordinaire quand Régis Le Sommet lui a pointé que lui n'était appointé par personne et essayé de faire son boulot, mais a cité d'autres noms, hein, qui eux sont appointés. Ah, mais non, on n'est pas là pour des règlements de compte. Non, mais ceux-là, alors vraiment. Bon. J'invite les gens à aller voir ce dont on parle, hein, c'est-à-dire l'audition de M. Charles Danjou et Régis Le Sommier qui a eu lieu en même temps. Et je les invite aussi à aller voir celle de Thierry Mariani, hein, parce que lui aussi se défend en étant très factuel, très intelligent dans son argumentation, et en pointant du doigt que le premier pays, c'est ça qui est extraordinaire, que le premier pays qui l'a invité en tant que responsable des jeunes du RPR dans les années 80, c'était les États-Unis d'Amérique, et qu'il était accompagné à l'époque de Carignon, de Michel Douard, bref, de types qui n'ont jamais fini au gouvernement français, on le sait bien. Voilà. Absolument. Des young leaders. C'est ça.
comme Madame Mélanie. Non, elle, c'est vrai, c'est Non, c'est l'Institut Aspen. L'Institut Aspen. Voilà. Non, mais Bon. surtout comme Monsieur Montebourg, hein, parce qu'il faut que les gens ne se trompent pas. Monsieur Montebourg est un young leader. Les propos qu'il a tenus lui aussi devant une commission d'enquête parlementaire à propos des problèmes de désindustrialisation et de notre énergie, les propos qu'il tient en eux-mêmes sont tout à fait entendables et recevables et courageux. Mais Monsieur, Monsieur Montebourg appartient à la promotion des Young Leaders, lui aussi. Et donc, on peut se douter qu'il n'a pas défendu les intérêts de la France, vaille que vaille, comme le faisait en son temps Charles Pasqua ou d'autres. Hein, c'est pas vraiment sur la même échelle qu'on a placé l'amour de l'indépendance de la patrie entre ces gens-là et d'autres. Exactement. Alors, justement, on va terminer. On fera des interventions, des émissions sur des livres. Moi, les livres de Branca, je voudrais qu'on en parle. Il y a le livre qui est paru sur Verdun, je voudrais qu'on en parle aussi. Il faut les lire d'abord. Hein. Donc, oui. Et puis, on commence du fait de l'impact encore modeste, hein, mais j'espère qu'il va augmenter grâce à vous, de l'impact de cette petite chaîne. On commence à nous envoyer des services de presse, des livres. On est d'abord flattés, ensuite très intéressés. Donc, on essaiera de faire des choses qui puissent apporter de nouveaux éclairages. Et puis pour répondre à nos auditeurs qui nous demandent souvent, alors, où en êtes-vous pour l'histoire de l'art opératif? Oui. Je peux annoncer que dans un mois, donc la dernière semaine du mois de mai, là on verra la date exacte, mais on pourra tenir cette conférence pour nos donateurs, comme on a fait pour Assange. Voilà. Alors Assange, on ne l'a pas encore publié parce qu'elle se cannibalise avec une autre qui a été faite. Oui. Hein, donc, on laisse passer un petit peu de temps que les gens aillent à cette autre source et ensuite on le fera. Concernant, oui, l'art opératif, alors j'annonce, parce qu'il faut bien que je parle de Sylvain Ferreira, après le livre sur le 3e Panzerkorps, le livre sur la contre-offensive des Ardennes, il travaille sur un dossier passionnant qui est celui de la catastrophe de 40 pour la France, la catastrophe militaire. Hein, il me fait l'amitié de me transmettre un certain nombre d'éléments avant, les épreuves, comme on dit, et je dois dire que sa synthèse est assez exceptionnelle. Et c'est là que l'on voit l'importance de l'histoire. On a toujours des choses à apprendre en histoire, toujours, et ce qu'elles peuvent dire du présent est tout à fait essentiel. Est tout à fait essentiel. Hein, juin 40, les raisons de cette défaite, une des raisons, parmi d'autres, c'était les mauvais généraux, comme les a qualifiés Charles de Gaulle. Et malheureusement, je crois que l'armée française est aujourd'hui dans la même situation. Ça peut changer. Voilà. Bon, eh bien écoutez, à bientôt, en tout cas la semaine prochaine. Hein, et si jamais il y a une contre-offensive et que Zelensky entrait en vainqueur à Sébastopol, on ferait une émission spéciale. Je n'y crois pas trop. Mais si c'était le cas, alors là, on se déguiserait en bourgeois de Calais avec une corde au cou. Oui, et on profite pour dire à tout le monde, bon 1er mai, fête des travailleurs. Absolument. Pas du travail, fête des travailleurs. C'est la raison pour laquelle on ne fout rien ce jour-là. C'est ça. Allez, à bientôt. Au revoir.